start recording. Et donc, c'est parti. OK. Donc, je me présente. Je m'appelle François Schnell. Je travaille ici à l'université, à la direction des usages du numérique. Je suis développeur, donc informaticien. Mais je fais aussi un petit peu de veille sur les usages et sur les technologies. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est ce qui tourne autour de la vidéo numérique en ligne et de l'apprentissage, à savoir les MOOC. On va voir après ce que ça veut dire, hein, les acronymes pour ceux qui ne savent pas. Les SPOC, qui est un acronyme plus récent, et puis ce qui tourne aussi autour du streaming participatif. Alors justement, définition de tout ça. Les MOOC, il y a 4 lettres. La première lettre, c'est pour M, voilà, Massively. Ouais. O, c'est pour Open, exact. Le troisième, c'est en ligne. Et le Courses. OK. Alors, il y a d'autres acronymes qui sont assez proches. Vous avez peut-être entendu parler de XMOOCs et de CMOOCs. Voilà. Alors, les XMOOCs pour les anglo-saxons, c'est quoi? Enfin, pourquoi on dit XMOOCs? Et c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est exactement, c'est extended. Donc en fait, on étend les méthodes traditionnelles d'apprentissage qui sont assez transmissives avec un enseignant qui parle devant tout le monde, et puis tous les élèves sont très, très sages. Et les CMOOCs, c'est pour... Collaboratif. Voilà, elle a tout en ligne, elle a déjà... Non, c'est bien, c'est collaboratif, c'est connectiviste aussi, et les contenus sont réalisés en fait par les participants, plutôt qu'un enseignant qui va produire de façon classique un cours. Donc c'est toutes ces choses-là. Parfois on entend aussi parler des COOC, qui sont les Corporate Online Open Online Courses. Et donc les SPOC, c'est plus récent, c'est en fait la même chose, sauf que au lieu d'être ouvert, c'est plutôt fermé, et c'est plutôt en groupe qui sont plus petits. Voilà, donc il y a beaucoup d'acronymes, et chaque fois on retrouve le C pour les cours, mais peut-être qu'il y a une lettre quand même qui manque. Moi, il y a une lettre que j'aime. Enfin, j'aime pas trop, en fait. Si je regarde MOOC, des cours qui sont ouverts massivement en ligne, en fait, ça fait des années que ça existe, ce truc-là. Le MIT faisait un truc qui s'appelle l'OpenCourseWare, au début du siècle. Et puis, bon, des cours en ligne qui sont ouverts à tout le monde, je sais pas, moi, je trouve pas, c'est un super acronyme. Donc, il y a quand même un truc là qui est intéressant dans ce qui s'est effectivement passé en 2012-2011. Et c'est quoi? Si vous rajoutez une lettre, ce serait quoi? Ou une lettre qui vous paraît intéressante? Là, vous avez le choix, hein. Elle est dedans, hein. Elle est dans la soupe. Hein. Il suffit de la chercher. C'est un G? Non, pourquoi G? Ce serait pourquoi G? Non. Okay. D'accord, donc ce n'est pas un G. Alors, pour moi, c'est le V. C'est pas les envahisseurs, hein. C'est pas la victoire non plus. C'est pour la vidéo. Donc la vidéo, à l'époque, c'était vraiment une affaire de spécialistes, il y avait une équipe de tournage, etc. Et puis les gens qui s'y aventuraient seuls étaient vraiment des aventuriers, pour le coup. Mais en 2005, c'est passé quand même quelque chose d'intéressant du point de vue des usages. On parle de Web 2, non pas technologique, mais au niveau des usages. Donc le Read Write Web, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin peut-être pas, des blogs. Donc les blogs, en 2005, les gens peuvent écrire et avoir leur propre site web dans lequel ils peuvent écrire sans compétences techniques. Avant, il fallait bricoler un petit peu de FTP, un petit peu d'HTML, etc. Mais en 2005, on a vraiment une démocratisation de la fonction d'écriture dans le web par des gens qui peuvent être des grands-pères, des grands-mères, enfin, qui ne sont pas des geeks, qui ne sont pas des informaticiens, etc. Et ça va aussi se traduire dans la vidéo. Donc ça, ici, cette vidéo, et on va pouvoir se poser la question de l'impact sur l'éducation, de la facilité en fait, de publication d'un contenu vidéo et de la création d'un contenu vidéo. Donc la plateforme la plus connue de publication vidéo, c'est YouTube. Il y en a d'autres. You, c'est pour vous, et puis Tube, c'est la télé, donc YouTube. D'accord. Alors, si on regarde les 20 premières vidéos, on ne va pas les regarder en détail, hein, mais juste pour voir très rapidement un petit peu le type de contenu auquel on a affaire. Eh bien, je vais assez avancer assez vite. On a des contenus comme ça, des gens qui font des choses comme ça. Et donc ça, c'est les premiers usages. Les premiers usages constatés de la vidéo numérique en ligne
souvent des gens qui se cassent la figure en ski, des trucs comme ça, ça c'est très, très populaire. Donc beaucoup de choses. Voilà, donc on va très vite. Bon, ça c'est déjà, ça c'était bien. Et puis voilà. Donc en gros, rien de vraiment très dangereux pour le système éducatif. Il n'y a pas vraiment d'usage pédagogique qui va mettre en danger les institutions d'enseignement. Aujourd'hui, YouTube, ça a beaucoup évolué. Maintenant, il y a des usages intéressants, pédagogiques, etc. Il y a tout plein de gens qui font des screencasts, ils enregistrent leur écran et puis ils expliquent tout plein de choses. Et puis surtout, c'est beaucoup d'usages. Puisque le nombre d'usagers réguliers sur YouTube, c'est-à-dire qui ont un compte et qui reviennent régulièrement, c'est combien? C'est 1 milliard, enfin plus d'1 milliard. C'est pas mal parce qu'il y a 3 milliards d'internautes en ligne, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup qui vont. Tous les minutes, il y a combien d'heures de contenu qui sont mises en ligne? Il y a 300 heures. Toutes les minutes, à chaque minute que vous perdez ici, il y a 300 heures de vidéos YouTube que vous avez ratées. Donc ça fait beaucoup. Et puis il y a des phénomènes un peu sous forme d'ovni, comme le YouTuber le plus populaire. PewDiePie. Voilà, c'est PewDiePie. Alors ce n'est pas une institution, ce n'est pas une université, c'est un étudiant. Enfin un ex-étudiant, en fait, il a abandonné ses études supérieures parce que ça ne marchait pas bien. Et il a quand même 39 millions, presque 40 millions de gens qui sont abonnés à sa chaîne. Alors moi, j'aime pas trop ce qu'il fait. Mais... hein? Ah bon? Non, j'ai pas... Mais bon, j'ai pas vraiment regardé en détail non plus. Mais le peu que j'ai vu, je trouvais que c'était... Bon, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un étudiant en échec universitaire, en échec machin, aujourd'hui, il fait près de 10 millions de dollars par an de revenus publicitaires sur YouTube. Et 39 millions, c'est au-delà de l'Australie. C'est au-delà de l'Australie. Alors, si vous voulez voir à quoi il ressemble, c'est ça. Hein. C'est un Suédois, il est blond, il est jeune, il fait des vidéos. Il fait des vidéos sur l'entertainment, donc les jeux vidéo. Moi, j'aime bien les jeux vidéo. Ouais. Donc, voilà. Alors, on pourrait se dire, mais ce qui est quand même étonnant, c'est que cet ovni-là, il ne pourrait pas exister sans la capacité du numérique à pouvoir s'enregistrer et à pouvoir publier. Puisque quand il a finalement décidé d'abonner sa première année d'études supérieures, il a commencé à vendre des hot dogs. Et après, le soir, comme il s'ennuyait, il s'est dit, qu'est-ce que je sais faire? Tiens, j'ai un PC, je sais m'enregistrer. Et je vais m'enregistrer à jouer à des jeux vidéo et à mettre ma webcam en même temps pour avoir ma réaction en train de jouer aux jeux vidéo et ensuite le mettre en ligne. Et aujourd'hui, il fait près de 40 millions de followers. Ça fait plus que l'Australie, que la plupart des pays. C'est énorme. Ça veut dire qu'un seul individu, grâce aux technologies et la vidéo numérique, ont la capacité d'avoir un impact qui est très important. Alors, si vous n'êtes pas suédois ou suédois, si vous n'êtes pas forcément très jeune, etc., mais vous êtes tous jeunes là, donc ça, vous avez toute votre chance, mais on peut réussir même si on est vieux. Donc, alors lui, c'est un professeur de physique du MIT, université américaine, et il fait aussi des millions, il a fait aussi des millions de vidéos vues, et puis le New York Times titrait à 71 ans, un professeur de physique devient une star du web. Il est connu dans tout plein de pays au-delà des États-Unis. Voilà. Donc là, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose autre que simplement la personnalité ou le contenu qui fait qu'il y a un impact et qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui se déclarent être intéressés par ce qui est produit. Alors moi, il me semble que en fait, la vidéo, c'est un vecteur important pour transférer de la connaissance et de l'information. Et le professeur de physique aurait très bien pu faire son cours de physique avec ses équations et puis du texte classique. Mais dans la vidéo, on transmet beaucoup plus que simplement de l'information. Il y a tout plein de communication non verbale, la façon dont vous vous tenez, vous vous habillez, votre timbre, le timbre de votre voix, l'intonation de votre voix, etc. Et que quelque part, notre cerveau est quand même très câblé pour voir et entendre des humains. Et que l'invention de l'écriture, autant extraordinaire qu'elle est apparue quand même plus tard. Donc la vidéo, c'est quand même finalement ce qui est plus proche de vraiment voir quelqu'un pour de vrai, ce qui est évidemment mieux qu'une vidéo, mais c'est quand même proche.
Voilà. Ensuite, il y a, par rapport à l'éducation, donc on peut se poser la question de savoir quelles vont être les conséquences possibles de la vidéo numérique et de la capacité qu'ont les gens tous à écrire de la vidéo, à s'enregistrer comme je le fais là maintenant, et puis après à le publier. Quels pourraient être les super pouvoirs de la vidéo pour l'éducation? Alors, vous avez réfléchi à ça? Non. Alors déjà, il y en a un qui enlève en fait des contraintes. Dans l'éducation, on va dire classique, tout se passe forcément à un endroit donné et pendant une durée donnée. Ce qui est souvent gênant parce qu'à la fin de l'heure, l'enseignant est plus ou moins viré de la salle parce qu'il y a l'autre enseignant qui arrive. Il n'avait même pas le temps de finir son équation, etc. et sa démonstration, et donc il en est contraint. Les enseignants sont contraints à la rareté de la salle de cours avec le tableau et la nécessité de réserver le créneau horaire. Donc c'est quand même une contrainte. Et la vidéo numérique, elle permet d'abolir ces contraintes d'espace et de temps. On peut éventuellement expliquer quelque chose sur une durée plus courte, là où vous serez plus frais et puis plus réceptif. Et puis vous pouvez aussi apprendre n'importe où sans forcément être dans une salle de classe. Donc ça enlève des contraintes, deux contraintes. Mais ça donne aussi un super pouvoir. Et à votre avis, le super pouvoir que vous n'avez pas sur moi, mais que vous avez sur moi enregistré, c'est quoi? C'est quoi? Voilà, c'est arrêter. Vous pouvez enfin m'arrêter. C'est exactement ça. Là, vous essayez, vous faites tchac, tchac, ça marche pas. Mais là, en format vidéo, vous pouvez faire ça. Arrêtez, puis voilà. Et ça, c'est vraiment un super pouvoir. Parce qu'on apprend tous à des vitesses différentes, et puis parfois on prend des notes, et puis parfois on prend des notes plus lentement que la personne est en train de parler. On parle beaucoup de la méditation de pleine conscience, où il est important de vivre l'instant présent. Moi, dans ma carrière scolaire et universitaire, j'étais rarement dans l'instant présent parce que je prenais des notes de cours et que je les prends malheureusement lentement, et que souvent ce que j'étais en train d'écrire, c'était pas le présent de l'enseignant qui était en train de parler. Donc là, au moins avec cette possibilité du bouton pause, ben ça peut aider. Il y a aussi d'autres outils. J'ai juste mis un lien sur les vidéos et puis vous pourrez retrouver les diapos, pardon. Vous pourrez retrouver les diapos et puis les liens aussi. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Il y a un outil que j'utilise pour la vidéo et qui permet d'accélérer et de reculer la vitesse à laquelle la vidéo joue. Souvent, c'est utilisé pour trouver une partie de la vidéo. Mais là, ça permet de le faire très finement, avec un pas de 0,1 fois. Et vous pouvez le retrouver directement sur la vidéo avec votre souris, ou bien, encore mieux, vous utilisez les touches du clavier. Et vous pouvez augmenter la vitesse de la vidéo pour qu'elle corresponde exactement à votre vitesse de compréhension optimale dans laquelle vous êtes confortable, etc. Parce que là, quand je suis en train de vous parler, en fait, ça réfléchit beaucoup plus vite dans mon cerveau, là. Et je suis obligé d'inspirer l'air, je suis obligé ensuite de l'expirer, de faire jouer les cordes vocales pour jouer des sons, etc., qui vont correspondre à des mots et des idées que vous comprenez, etc. En tout cas, vous êtes capable de lire beaucoup plus rapidement qu'une personne n'est capable de lire le texte de façon par la voix. Donc cet outil-là, je l'utilise beaucoup dans les cours que moi je suis en ligne. J'apprends tout plein de choses en ligne sur des tutoriels et autres, ou des vrais cours, ou des MOOC. Et il me permet vraiment d'augmenter la vitesse pour ne pas avoir des micro-pauses à chaque diapo ou à chaque explication, parce que l'enseignant met plus de temps à s'exprimer que ma capacité de compréhension. Vous pouvez aussi diminuer la chose, et puis vous pouvez faire pause, ce qui est évidemment super, parce que là, vous pouvez du coup vous asseoir et essayer de comprendre les concepts de façon plus posée. Donc cet outil, je le trouve très bien, et il est gratuit, il est open source, il marche sur Chrome, il marchera plus tard sur Firefox, et il s'inspire justement de la liberté de la vitesse de lecture, qui est de savoir qu'en lecture, on peut lire à la vitesse qu'on souhaite. Ensuite, il y a des gens qui vont essayer d'utiliser ces capacités de la vidéo pour l'éducation de façon plus structurée que simplement le passionné qui va mettre des screencasts et des explications en ligne. Et le premier à avoir réellement eu un impact, et il a un vrai impact puisqu'il a le site web le plus visité au monde qui touche à la pédagogie.
Donc c'est un gars qui s'appelle Salman Khan, qui était un analyste financier précédemment, et qui a un site qui s'appelle la khanacademy.org, et qui est le site éducatif le plus visité au monde. Là, il y a une vidéo TED, et on va juste voir le début pour qu'il vous explique un petit peu comment en fait ça a commencé. Ah, il faudrait que je mette tout ça. Ah oui, le son est pas ici, ça c'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je trouve l'icône, que je voie Playback Devices. Ensuite, il faudrait que je le mette dans un... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, les haut-parleurs. Haut-parleurs, il y en a beaucoup. Et si je fais ça, est-ce qu'il y a un définir par défaut, là, dans Configure Speaker Set as Default Device. Est-ce que ce serait éventuellement ça? Ok. Oh, no reason to make it private, so I let other people watch it, and then people started stumbling on it, and I started getting some comments and some a montage. So the hypotenuse is now going to be Donc là, c'est ce qu'il fait. Lui, il utilise une tablette et il parle. This area of South America, a nice clean band here, and this part of Africa. We could integrate over the surface, and the notation usually is a capital sigma, National Assembly. They create the Committee of Public Safety, which sounds like a very nice committee. Là, oui, Notice, this is an aldehyde, and it's an alcohol. Start differentiating into effector and memory cells. Après avec la pratique, vous verrez, ça marche super bien. Mais au début, ça a l'air très bizarre. $20 million from the American Bon, on va revenir à du normal. normal. If this does not blow your mind, then you have no emotion. Bon. We now have on the order of 2,200 videos covering everything from basic arithmetic all the way to vector calculus and some of the stuff that you saw up there. We have a million students a month using the site, watching on the order of 100 to 200,000 videos a day. C'était il y a 2 ans, je crois. What we're crois. going to talk about in this is how we're going to the next level. But before I do that, I want to talk a little bit about really just how I got started. And some of y'all might know, about 5 years ago, I was an analyst at a hedge fund, and I was in Boston, and I was tutoring my cousins in New Orleans remotely. And I started putting the first YouTube videos up really just as kind of a nice to have, just kind of a supplement for my cousins, something that might, give them a refresher or something. L'anglais, ça va un petit peu. Donc il avait des cousins, puis il les aidait pour faire leurs devoirs, etc. Et malheureusement, ils n'étaient pas tout le temps là où il était, à Chicago. And as soon as I put those first YouTube videos up, something interesting happened. Actually, a bunch of interesting things happened. The first was the feedback from my cousins. They told me that they preferred me on YouTube than in person. And once you get over the backhanded nature of that, there was actually something very profound there. They were saying that they preferred the automated version of their cousin to their cousin. At first it's very unintuitive, but when you actually think about it from their point of view, it makes a ton of sense. You have this situation where now they can pause and repeat their cousin. Now they can, without feeling like they're wasting my time. They could, if they have to review something that they should have learned a couple of weeks ago or maybe a couple of years ago, they don't have to be embarrassed and ask their cousin. They can just watch those videos. If they're bored, they can go ahead. They can watch it at their own time, at their own pace. And probably the least appreciated, I guess, aspect of this is the notion that the very first time that you're trying to get your brain around a new concept, the very last thing you need is another human being saying, do you understand this? And that's what was happening with the interaction with my cousins before, and now they can just do it kind of in the intimacy of their own room. Alors, on va pas faire toute la vidéo, mais vous voyez un petit peu l'idée, et notamment ce qu'il dit sur le fait que quand on essaye de comprendre quelque chose, quand quelqu'un d'autre nous regarde, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, et que c'est plus facile de le faire dans l'intimité, ce qu'il disait, de sa propre chambre. Donc voilà. En tout cas, lui, il les a mis en public plutôt que de les laisser privés à ses neveux. Et puis, ça a très vite marché. Sur des formats qui sont beaucoup plus courts, donc on ne vous oblige pas à rester toute la journée
pendant 7 heures d'affilée, hein, mais c'est des vidéos de 5 minutes sur un point qui est bien défini. Alors, l'aventure de la vidéo numérique, elle va continuer, et le phénomène des MOOC, donc on en entend parler en 2011 et après 2012, et notamment un cours de l'université de Stanford sur l'intelligence artificielle par ce monsieur-là, par ce prof-là. Et en fait, il les met en ligne et il y a beaucoup d'étudiants qui suivent. Il y a 160 000 étudiants et il y en a 23 000 qui vont jusqu'au bout avec des petits tests pour voir s'ils sont compris, etc. Bon. Et à ce moment-là, ce monsieur-là, il décide de partir de l'université et de créer sa propre plateforme. Un autre prof, donc il va fonder une plateforme qui s'appelle Udacity. Un autre prof va partir de l'université et fonder une autre plateforme qui s'appelle Coursera. Et donc aux États-Unis, tout d'un coup, ça fait un gros buzz. Parce qu'aux États-Unis, ça coûte très cher, les formations supérieures. En général, les étudiants sont obligés de s'endetter pendant plusieurs années. Donc les universités étaient inquiètes et puis tout le monde a parlé de ce phénomène. Donc en 2012, il y a 3 plateformes importantes qui vont voir le jour. Udacity, qui a été fondée par le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, et qui n'est plus une plateforme de MOOC, c'est-à-dire qu'elle n'est plus aujourd'hui ouverte, accessible à tout le monde et gratuite. Donc ça a changé. Coursera, qui est toujours ouvert et accessible, avec en plus la possibilité d'avoir des certifications, des services en plus qui cette fois-ci sont payants, mais les cours en eux-mêmes sont gratuits. Et puis edX, qui est issu de Harvard et du MIT, qui est une plateforme open source que d'autres universités peuvent réutiliser pour créer leur propre plateforme de MOOC, notamment le cas de Fun, la plateforme Fun française de MOOC, qui est faite à base du logiciel edX, qui est donc open source. Alors, je ne sais pas, moi, si vous avez... combien de personnes ont déjà essayé de suivre un MOOC ici? Ils sont obligés. Ils sont obligés. Et avant que vous étiez obligés? Bon, il y a peut-être la moitié. Ouais. Et vous avez utilisé quoi comme plateforme? Coursera, essentiellement? Ok. Et vous les avez finis, les MOOC? Moi, je vous avoue, moi non plus. Hein. Mais on verra pourquoi et on verra s'il y a d'autres façons de les finir quand même, ces MOOC-là. Mais enfin, bon, la façon dont ça se présente, c'est comme ça. Alors, par exemple, je vois qu'on a des activités pour aller en Chine. Alors, vous avez des cours en vidéo, et puis vous avez des exercices d'auto-évaluation, et puis vous avez des forums sur lesquels vous pouvez poser des questions, etc. Alors, les cours en vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça. This time, let's talk about Chinese. 你吃什么? Tout compris? Bon. Donc, c'est malgré tout assez classique hein, par rapport à l'enseignement, sauf que c'est plus court, on peut poser des questions, on a plus d'apprenants, etc. edX, c'est un petit peu la même chose. Donc, je vais essayer d'y aller. edX, il y a quelque chose que j'aime bien dans cette plateforme par rapport aux vidéos. Allez, on va faire de la psychologie. Alors, les vidéos sont ici, dans le courseware. Et si on prend n'importe quoi, par exemple ça, ici c'est un élément vidéo, il peut y avoir des éléments texte. Et on va lancer la vidéo. 问题解决的可能性，而这是根据我们的经验、直觉选择较少的问题解决方案，这个叫做启发式的问题解决策略。最常见的启发式的问题解决策略。Ce qui est super, c'est qu'il y a le transcript à côté. C'est vraiment bien qu'il y ait le transcript à côté. 有2个来代表，一个是 vous pouvez choisir en général la langue, donc là c'est en anglais, vous comprenez déjà un peu plus. Et vous pouvez même cliquer pour aller à un endroit du transcript. On verra pour les langues après, l'autre partie, que ça peut être vraiment intéressant. En plus, c'était à 1,5 fois, donc c'était encore un peu plus difficile. En 1 fois, je suis sûr que vous aurez tout compris. C'était un piège. Mais bon, c'est classique. On a des discussions, on a un wiki, on a un syllabus, c'est-à-dire les objectifs du cours, etc. C'est assez classique dans le mode de transmission. Et c'est même assez classique dans l'aspect temporel, puisqu'en général, le MOOC il commence à un moment.
et puis les cours ils vont arriver au fur et à mesure jusqu'à une fin. Et il y a certains MOOC où vous pourrez revenir plus tard pour revoir les trucs, et certains MOOC où vous ne pouvez même plus revenir. Donc ça, c'est assez classique. Bon, alors en France, il y a eu d'autres choses qui se sont faites. Dès 2012, il y a eu un premier MOOC qui était justement un MOOC collaboratif aux connectivistes. Ça, c'était à Brest, je crois. Alors, il s'appelle, il continue, il s'appelle Tout y est pour y apprendre. Alors, je ne l'ai pas suivi, mais c'est déjà un petit peu différent. Parce que ici, je vais juste sur leur site, et si je vois... Bonsoir et bienvenue au dernier direct de la saison 3. Alors, c'est pas qu'un prof, vous voyez, il y a un prof, il y a des apprenants. Au cours de 2 derniers mois, vous avez investi du temps dans la mise en place de vos stratégies d'apprentissage pour construire, alimenter et faire évoluer vos environnements ou écosystèmes pour apprendre la définition. Voilà, donc en gros, c'est les participants qui vont être obligés de créer des choses. Et en créant des choses, ils vont être obligés d'apprendre des choses, d'aller chercher des informations, d'aller convaincre les autres participants, etc. Donc c'est une optique qui est différente. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup moins connue pour l'instant que les MOOC classiques. Et je trouve que c'est vraiment une bonne approche. Néanmoins, dans les XMOOCs va quand même se passer pas mal de choses rapidement. Donc pour une fois, la France finalement n'a pas beaucoup attendu pour réagir. L'école polytechnique, elle a sa page sur Coursera depuis 2013, HEC Paris également, et puis il y a tout plein d'autres établissements français qui ont rejoint Coursera. Mais en fait, il faut une sélection sur Coursera, donc il ne peut pas y avoir énormément non plus. Il faut une sélection en termes de prestige en fait, des établissements. Et puis en début 2014 est apparue la première la plateforme de MOOC Fun, France Université Numérique. Alors si je vais m'y connecter, c'est jamais toujours super simple. Alors je crois qu'il faut que j'aille ici, dans ce petit lien. Donc là, c'est en train de chercher. Et on retrouve en fait une plateforme qui ressemble à edX, puisque derrière, en dessous, c'est un edX. C'est le logiciel qui est utilisé. Et donc, on retrouve des universités françaises. Bon, alors, je ne sais pas s'il veut y aller ou pas. Mais s'il ne veut pas, c'est pas grave. Hein. Donc, c'est des MOOC qui sont en français, qui sont faits par des unités françaises, et qui ressemblent beaucoup donc, à ce qu'on a vu sur edX. D'accord, il faut que je me re-signe, je me relogue. Bon, c'est un petit peu lent, hein, parce que c'est loin. Alors, donc, il faut faire ça. Alors là, j'ai par exemple vu celui-là, il a l'air intéressant, celui-là. Il est par l'école Gobelin, là, réaliser des vidéos pro avec son smartphone. Et après, bon, bah, c'est exactement la même plateforme. Vous voyez, Courseware, discussion, progression, c'était le wiki, etc. Donc c'est la même chose. Et on a une autre plateforme qui elle, n'est pas issue des universités ou des institutions, qui s'appelle Open Classrooms. Je ne sais pas si vous connaissez. Avant, ça s'appelait le site du zéro. Voilà, c'était un site qui était dédié aux tutoriels. Et c'était des tutoriels en format texte. Et ils se sont dit, quand les MOOC sont arrivés, ils se sont dit, mais c'est intéressant tout ça, etc. Est-ce qu'on peut transformer la plateforme en quelque chose qui ressemble plus à des MOOC, c'est-à-dire utiliser l'effet vidéo, avec le potentiel de la vidéo. Et donc, quand on va sur leur catalogue, je sais pas, ici, cours, donc on trouve toute une panoplie de tutoriels ou de cours, et ils ont un système d'icônes pour indiquer si les cours ont été faits en vidéo ou pas. Et donc là, on se retrouve à la fois avec des cours bien texte, pas mal faits, et puis de la vidéo. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous pouvez avoir 3 cours gratuitement, et vous pouvez vous désabonner après. Hein. Vous ne pouvez pas en suivre 3 simultanément, plus de 3 simultanément, sans avoir un abonnement dit premium, qui vous donne accès à des téléchargements de la vidéo, à de la certification, il y a de la certification en options, ce genre de choses, etc. Mais donc c'est une initiative privée, et c'est pas trop mal. Alors ça c'est un petit peu le paysage français. Il y a des choses chez les Européens. Il y a Future Learn, ça c'est une plateforme qui est la plateforme essentiellement des anglo-saxons. Donc le Royaume-Uni a une plateforme avec toutes les grosses universités du Royaume-Uni.
Donc si vous avez envie de suivre nos amis britanniques, c'était par là-bas. Et puis, les Allemands ont fait un truc qui s'appelle Iversity, où il y a des MOOC en allemand, mais il y a aussi beaucoup de MOOC en anglais. Mais donc, c'est une initiative essentiellement allemande. Et c'est pas mal, il y a des cours qui sont vraiment bien aussi, qui sont bien faits. Et puis, il y en a une nouvelle que je ne connais pas très bien, qui s'appelle Eco-e-Learning, voilà, qui est ici. Et j'ai même vu qu'on parlait de SMOOC pour Social MOOCs, et je ne sais pas exactement ce que c'est de différent. Donc on aime beaucoup les acronymes hein, dans le domaine. Voilà, donc beaucoup de plateformes, mais je vais peut-être d'ailleurs changer de diapo. Mais on a souvent, des critiques hein, sur les MOOC. C'est le faible taux de réussite, puisque finalement il y a beaucoup de gens qui commencent un MOOC et qui ne le finissent pas. Et une faible prise en compte aussi des certifications MOOC, puisque ce n'est pas forcément évident de savoir exactement si c'était le bon étudiant qui était là. Donc voilà, ce n'est pas évident. Ceci dit, il y a aussi pas mal de points positifs hein, pour les MOOC, parce qu'il ne faut pas les analyser, je pense, de la même façon qu'on analyse les cours traditionnels ici dans une université, puisque dans les universités, les étudiants ils sont captifs, hein. Ils ont payé leur appart, tout ça, machin, etc. Et ils ne peuvent plus s'échapper, hein. C'est fini. Même si les cours sont vraiment nuls, hein, il va falloir rester jusqu'au bout. Hein. C'est évidemment pas le cas pour les cours en ligne. Et il y a quand même du potentiel en termes de rayonnement hein, pour une université. S'il y a des bons profs, c'est que positif pour une université, notamment pour attirer des talents, des thésards, etc. C'est aussi une ouverture sur les étudiants qui ne peuvent pas venir, hein, pour tout plein de raisons. Ils peuvent être malades, ils peuvent être éloignés, ils peuvent être handicapés, ils peuvent être employés, etc. Ça permet aussi de tester de nouvelles orientations sans sacrifier une année si finalement ce n'est pas ce qui vous convient. Ça permet aussi de développer de nouvelles pédagogies, notamment ce qu'on appelle la classe inversée ou le blended learning, des trucs dans ce genre-là. Et puis... ça pourrait peut-être libérer du temps pour les chercheurs qui n'ont vraiment pas envie d'enseigner, qui ne sont vraiment pas faits pour l'enseignement. Et malheureusement, dans le statut de l'enseignement-chercheur, c'est obligatoire d'enseigner, même s'ils n'en ont pas envie. Et d'ailleurs, leur carrière dépend beaucoup de la publication de recherche et vraiment pas du tout de la qualité de leur enseignement. Donc, ce n'est pas forcément évident qu'ils soient toujours super motivés. Et puis ça permet aussi peut-être de repenser ce qu'est une université, c'est-à-dire quelque chose qui ne délivre pas seulement du contenu de façon transmissive, mais qui soit plutôt une expérience qui offre d'autres services, un vrai réseau, une vraie rencontre avec des enseignants, des étudiants, etc. Bon, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont positives. Alors j'ai inversé l'ordre des diapos, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais tout à l'heure on disait que dans tous les gens qui ont commencé ici un MOOC, il n'y en a personne qui l'a fini. Enfin, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a fini un MOOC ici, qui en avait commencé un? Apparemment pas. Et alors pourquoi? Alors souvent, dans les gens qui suivent un MOOC, c'est souvent des gens qui ont déjà un diplôme. Donc ils vont voir pour avoir un complément de formation, etc. Pour ma part, je n'ai pas trouvé ça très vivant, en fait, les MOOC. Je trouvais que même si c'était en format vidéo, que je pouvais faire une pause, j'ai eu un peu de mal, surtout lorsque le MOOC s'arrêtait et puis ensuite il était archivé et puis bon, donc du coup j'avais pas une permanence dans le temps. Alors du coup j'ai quand même un peu regardé du côté des choses qui sont un peu plus commerciales cette fois-ci, donc qui sont pas ouvertes, qui sont pas en ligne. Enfin si, c'est en ligne, mais c'est pas ouvert et c'est pas gratuit. La plateforme Udacity, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était une première plateforme qui était ouverte. Maintenant, elle est fermée. Et vous savez combien ça coûte un cours sur Udacity? Donc, c'est ça. Alors, le cours, il vous coûte $200 par mois. C'est plus cher. Mais là, par contre, vous avez du vrai tutorat pour le coup. Alors, pour vraiment bien vous motiver, eh bien, si vous allez jusqu'au bout, vous le finissez, vous avez les certifications, on vous rembourse la moitié. Voilà, donc là, déjà, ça motive plus. Bon, après, c'est souvent des cours qui sont faits par des entreprises comme Google, Nvidia, des trucs, et c'est souvent de l'acquisition de compétences plutôt que vraiment des connaissances académiques, théoriques.
Et ça permet aussi à ces grandes entreprises de détecter des gens qui sont intéressants et donc aussi de faire du recrutement par la suite. Bon, mais depuis qu'ils sont passés à ce modèle-là, en fait, ils n'arrivaient pas financièrement à être à l'équilibre sur un modèle ouvert parce que tout plein de gens venaient essayer et puis finalement n'achetaient rien en termes de services ajoutés. Et depuis qu'ils sont passés à ce modèle-là, ils sont maintenant, enfin, ils sont plus dans le rouge. Et j'ai mis un article là, du New York Times où ils expliquent un peu l'historique de ça. Bon, alors je ne connais plus Udacity tel qu'il est parce que je ne vais pas mettre 200 € par mois. Par contre, il y a des choses intéressantes qui se développent aujourd'hui et qui sont peu connues et qui, étonnamment, marchent assez bien. Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Lynda. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle a été rachetée par un réseau social professionnel qui s'appelle LinkedIn. Donc, ils l'ont racheté. Donc, ils estiment que c'est un truc intéressant s'ils l'ont racheté. Je ne sais pas combien ils l'ont racheté. Et là-dessus, vous avez tout un catalogue de formations. Sauf que les formations, elles sont toujours disponibles. En fait, il n'y a pas un début, une fin. Et le modèle économique, c'est celui de Netflix ou de Spotify ou de Deezer. C'est-à-dire vous payez un abonnement. Ça coûte 15 € et vous avez accès à l'ensemble du catalogue. Donc vous ne regardez pas vos séries télé, mais vous regardez vos cours pour apprendre des choses. Et ce qui va changer aussi, c'est que contrairement au MOOC, où c'est réalisé par des équipes audiovisuelles, on voit bien que dans les MOOC universitaires, ce n'est pas les enseignants qui sont en train de s'enregistrer. C'est une équipe audiovisuelle qui va enregistrer les enseignants, etc. Sur ce type de plateforme, c'est essentiellement des formateurs qui vont enregistrer leurs cours et ils s'enregistrent eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est déjà plus naturel lorsque les gens ont l'habitude de s'enregistrer eux-mêmes. Ils peuvent le faire justement dans l'intimité de ce qu'ils veulent et non pas dans un studio auquel ils ont rarement accès. Ils peuvent aussi mettre à jour beaucoup plus facilement. Les MOOC, ils sont très rarement mis à jour parce que ça coûte de l'argent, il faut accéder au studio, etc. Alors que les formateurs qui savent s'enregistrer eux-mêmes, ils mettent à jour quand ils veulent. Et du coup, ça rend les choses très différentes dans l'interaction qu'ils peuvent avoir, ces gens-là, avec leurs étudiants, parce qu'ils ont la capacité à écrire des vidéos, ce que les universitaires ont rarement le cas. C'est comme si vous avez un prof qui, pour faire ses diapos, là, pour préparer ses diapos, irait voir une secrétaire et lui demanderait de taper ses diapos. Et aujourd'hui, on a des gens qui savent faire des cours, mais savent les enregistrer eux-mêmes. Donc, ils ont beaucoup plus d'agilité et de rapidité que ne savent le faire les universitaires ou les MOOC. Alors, il y en a une autre. Alors, moi, je n'ai pas pris l'abonnement chez Lynda, mais j'achète des MOOC là-dessus. Il ne faut pas le dire. Alors, c'est parce qu'en général, moi, je préfère les trucs ouverts, libres, Creative Commons, etc. Et alors, c'est ce truc-là. Alors. Donc, Udemy, c'est exactement comme je disais tout à l'heure, une plateforme. Cette fois-ci, ce n'est pas le modèle de l'abonnement, c'est le modèle des cours qui sont payants et qui peuvent être super chers, les cours. Hein. Enfin, super chers. Genre 100 €, etc., 200 € un cours. Mais là, ils sont très forts. Pour les gens qui connaissent la plateforme Steam pour les jeux vidéo, quelques-uns qui connaissent, ouais. Il y a très très souvent des soldes. Alors il y a des super soldes, 90% de soldes sur le cours, etc. Et donc du coup, en général, les cours, c'est toujours dans les 12 €, 11 €, vous avez votre cours, etc. Alors, je vais aller dans mes cours. Il y a des cours qui sont gratuits, hein, qui permettent de faire connaître le prof, etc., qui vont du coup des cours payants plus loin. Mais la plupart du temps, ils sont payants. Donc, je vais vous en montrer un. Donc là, j'apprends une plateforme de programmation qui s'appelle Unity, qui permet de faire des trucs en 2D, en 3D, des jeux vidéo ou des expériences interactives. Et donc, c'est des vidéos, c'est comme pour une plateforme de MOOC, sauf que là, du coup, alors je ne sais pas si on le voit ici, on ne le voit pas dans la description, mais dès que Unity a changé de version, ils sont passés en version 5, déjà, les enseignants étaient capables de mettre à jour les contenus, et c'était tout de suite à jour. Et en plus, ils les mettent souvent à jour, les contenus, parce qu'ils ont intérêt que les étudiants notent bien là, les cours, puisque pour eux, ça veut dire financièrement, c'est plus intéressant. Leur modèle économique, c'est que donc n'importe qui peut proposer un cours sur Udemy. Si les gens viennent par votre site ou par votre billet, vous récupérez quasiment toute la somme
qui a été mise par l'apprenant. Et si les gens se sont inscrits directement sur la plateforme Udemy, eh bien, c'est 50% pour l'enseignant et 50% pour la plateforme Udemy. Alors là, ce cours-là, ce n'est pas du tout le plus populaire, mais quand je regarde, eh ben là, je vois qu'il y a 50 000 étudiants, 51 000. Si je prends l'hypothèse le plus basse de 10 €, ben, j'arrive quand même à un demi-million d'euros, quoi. Donc là, ça a l'air de marcher d'un point de vue économique. Mais et il y a des cours où j'étais sur un cours où il y avait 150 000 étudiants, de gens qui ont payé. Donc là, on est au-delà de 2 millions d'euros pour un gars qui a fait une formation. Alors, en général, les formateurs, ils sont super motivés. Et puis, comme dit, ils mettent à jour. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que les vidéos, elles sont très courtes, elles sont visuelles. Ça dépend les thématiques qui vous intéressent. Mais moi, en général, c'est très visuel les choses qui m'intéressent. La programmation, enfin, la modélisation 3D, etc. Ça remplaçait aussi chez moi un usage qui est celui d'acheter des livres techniques. Avant, j'achetais beaucoup de livres techniques, technologiques, là, de programmation, etc. sur Amazon. Maintenant, je ne le fais plus. Je préfère acheter la même chose, mais en format vidéo, parce que je sais que ce sera mis à jour. Et je sais que quand je poserai une question là-dessus, et j'en pose, j'ai soit des apprenants qui me répondent, soit le prof lui-même qui me répond sur ma question, ce que je ne peux pas avoir dans un livre que je vais acheter sur Amazon. Voilà. Donc, on est abonné à vie au cours. Ah ouais, alors on les achète à l'unité. Ouais. Et une fois qu'on les a, et tant que la plateforme existe, oui. Et surtout, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Ils ont cassé cette idée qu'il fallait qu'un cours il débute à une période et puis qu'il s'arrête à un autre moment. Donc en fait, l'échec, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même on se pose beaucoup de questions sur la réussite des MOOC. Et c'est plutôt négatif le sentiment général. Et je pense effectivement qu'on est plutôt dans le creux de la vague, après le gros hype du début 2012. Je pense qu'on est plutôt dans la désillusion de la transformation extraordinaire que va apporter les MOOC. Cependant, il me semble que c'est surtout dû au fait du manque d'agilité des universités qui n'ont pas la possibilité de mettre à jour facilement ces choses, et surtout, ce n'est pas les enseignants-chercheurs qui peuvent eux-mêmes produire leur contenu. Alors qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont gratuits, open source, libre, machin, etc., qui vous permettent d'enregistrer en qualité HD, de vous mettre sur YouTube comme l'étudiant qui a raté ses études, et puis de faire 10 millions de dollars par an en train de jouer à des jeux vidéo le soir. C'est un monde qui a changé. On a tous accès maintenant à cette possibilité de créer soi-même des vidéos et de les publier sur des plateformes où il y a beaucoup de monde qui sont là pour éventuellement être intéressés. Alors, tout le monde ne va pas devenir une superstar sur YouTube, hein, vu le nombre de contenus qu'il y a. Mais quand même, c'est un monde qui est différent que celui qu'on avait il y a une dizaine d'années. Voilà, donc j'étais dans la partie des avantages, des critiques, etc. Donc je pense quand même que ça reste très positif, ce qu'on peut faire là-dessus. Alors il est quoi? Il est 4h30, d'accord. Je vais juste réfléchir. Ouais, ok. On va peut-être passer à ça. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on réfléchisse à... Non, on va passer. Alors maintenant, on a les SPOC, et c'est en fait la même chose. Sauf que, du coup, Udemy, ce serait peut-être un SPOC, puisque c'est fermé. Hein. Vous avez un droit d'entrée. Et puis, c'est plus petit, même si en général, il y a plus de monde. Et plus d'usages que sur les plateformes qui sont ouvertes. Il y a un article que je vous ai mis ici, d'un Français, donc il est en français cet article. Il a visité pas mal d'universités, notamment le MIT, qui est vraiment pionnier dans tout ce qui est cours en ligne. Et ils sont en train de réfléchir à l'usage de la vidéo pour essayer d'arrêter les cours classiques magistraux. Et plutôt que de faire des cours classiques magistraux, ils enregistrent en fait, comme pour un MOOC, les points, les séquences, enfin les thématiques. Et du coup, ils ont quelque chose qui est beaucoup plus flexible parce qu'ils vont les enregistrer que pour leurs étudiants, ici en présentiel ou ceux qui ne sont pas tout le temps là parce qu'ils travaillent, etc. Mais si un jour ils veulent passer en format MOOC, en format plus large, ils ont juste un bouton à appuyer et puis du coup ils ont un MOOC, il suffit d'avoir quelques personnes pour encadrer, quelques tuteurs, etc. Mais cette capacité, donc, et puis du coup avec le temps, si vous voulez, on est proche de la pédagogie de la classe inversée. C'est-à-dire que les devoirs, ça va être les vidéos qui sont enregistrées,
Et les gens peuvent les écouter, essayer de les comprendre à leur propre vitesse lorsqu'ils peuvent, et là où ils sont le plus disponibles. Et ensuite, par contre, lorsqu'ils viennent dans l'université, c'est pour travailler en réseau, c'est pour poser des questions parce qu'on n'a pas compris, c'est pour tout ce qui n'est pas facilement automatisable avec une vidéo. Donc ça offre de nouvelles possibilités. Et l'université le plus en pointe, c'est justement le MIT, qui était déjà très en pointe lorsqu'ils ont été les premiers à mettre des cours en ligne avec l'OpenCourseWare au début du siècle. Voilà, donc les SPOC, c'est exactement la même chose, mais voilà, fermé avec la possibilité d'une ouverture plus tard. Alors il y a d'autres choses aussi qui sont en train d'apparaître et qui viennent de communautés des joueurs de jeux vidéo. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui joue à des jeux vidéo ici. Alors c'est pour ça que je vais vous le montrer, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes pour l'avenir de la formation dans ces choses-là. Alors Twitch.tv, c'est un... non, ça c'est Wikipédia. Twitch.tv, et j'ai même pas le lien direct. Alors on va y aller là. C'est un site qui a été racheté pour, je crois, $1 milliard par Amazon il y a quelques mois. Et ce sont des joueurs de jeux vidéo qui s'enregistrent à jouer leurs jeux vidéo, donc comme PewDiePie. Donc là, typiquement... Alors, je fais pause pour qu'il... par contre, j'aurais bien aimé qu'il montre autre chose. Typiquement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu vidéo, et puis vous voyez, il a rajouté sa webcam dans un coin. Bon. Et là, vous avez un répertoire avec tout plein de jeux vidéo, en fonction du jeu vidéo qui vous intéresse. Vous pouvez voir les gens qui sont en train de streamer en direct. Alors vous allez me dire, quelle relation avec l'apprentissage là-dedans? Bon, déjà, les joueurs de jeux vidéo apprennent des choses en regardant les autres jouer, des techniques, des machins, etc. Ou lorsqu'il y a des compétitions entre eux. Mais c'est aussi utilisé par des gens qui ne sont pas en train de jouer à des jeux vidéo, mais qui sont en train de créer des choses. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, il y a 2 chaînes sur Twitch.tv qui sont liées à la créativité. Et donc là, là c'est des gens qui s'enregistrent en direct. Bon, je sais pas, je vais prendre le premier. Là, c'est la partie créative. Donc, c'est des gens qui font de la modélisation 3D, du dessin, de la photographie, etc. Mais en direct. Alors, du coup, c'est comme si vous poussiez la porte d'un atelier. Vous voyez quelqu'un en train de travailler. Vous avez un chat à côté, vous pouvez lui poser des questions. Alors, je ne sais pas pourquoi il montre ça en plus. Mais bon. Je pense qu'il prend une petite pause. Et 5 minutes de pause avant de repartir sur le dessin. Mais ça, c'est pas quelque chose que... no, you did great. No, it's just a nom de plume. It's just like a screen name. It's like, how do you feel about calling me Zeke and not Zach? Oh, it was really tough at first, but it gets easier. I mean, when you call him Zach for 33 years, it's hard to, c'est du chinois. C'est pour ça ils sont deviate from the game. On va passer à autre chose. Là, par exemple, c'est des gens qui font du développement informatique. Donc là, ils construisent un programme, donc c'est du code. Et awesome, Bavera. Donc ils mettent leur webcam et puis ils sont en train de travailler et puis il y a une chatroom. Souvent, c'est des gens qui travaillent vraiment sur un projet plutôt que d'être tout seul. Pourquoi pas ouvrir la porte de l'atelier, puis c'est des gens qui passent, ils peuvent poser des questions, etc. There's always some weird stuff that halts a progress. Ouais, mais en fait, c'est des gens qui ont développé l'habitude en fait d'être en vidéo. Pour eux, c'est comme écrire un blog, c'est comme être derrière un chat, etc. Moi, je trouve ça intéressant parce que sur les outils que j'apprends, souvent, je vais voir s'il y a des gens qui sont en train de faire du streaming live et je vois comment ils travaillent. Je vois s'il y a des astuces que je connaissais pas et je peux leur poser des questions. Et parfois, je peux venir peut-être 2-3 jours plus tard et voir s'ils ont beaucoup progressé ou pas. Du coup, ça me donne une idée de la vitesse à laquelle on peut raisonnablement réaliser quelque chose, etc. Et cette idée-là de pouvoir, d'avoir la possibilité très facilement de faire du streaming et d'avoir une interaction avec les gens, elle est possible aussi sur d'autres choses. Donc là, c'est un site qui s'appelle livecoding.tv. Et vous pouvez choisir votre langage de programmation et voir des gens qui sont en train de faire des choses en direct, leur poser des questions, etc. Donc, autant les MOOC, c'est effectivement super intéressant pour avoir des choses qui ont déjà été préparées, puis apprendre à votre propre rythme, faire pause, etc.
autant il est intéressant de pouvoir pousser la porte d'atelier de gens qui travaillent dans des thématiques qui vous intéressent et de pouvoir poser des questions. Parce que quand c'est en direct, les gens ils peuvent vous montrer directement, visuellement, avec la voix. Moi, je pose une question sur YouTube ou sur un MOOC, quelqu'un va me répondre en texte. Il ne va pas me répondre de façon visuelle. Et puis, c'est intéressant de voir une réponse visuelle. Et ces gens-là, ils trouvent aussi l'intérêt d'avoir une communauté ou des gens avec lesquels parler, surtout que souvent, ça peut être une activité solitaire, de développer un programme ou de faire de l'infographie. Ça peut être quelque chose qui peut être... dont on peut avoir une motivation d'être en interaction avec d'autres gens qui voient le travail que vous effectuez. Alors ça, pour l'instant, cette thématique du streaming en direct, elle n'est pas très utilisée dans le mode éducatif. Donc, on pourrait très bien imaginer un apprentissage par les pairs qui serait basé donc sur du MOOC traditionnel, sur des vidéos traditionnelles, et puis aussi sur la possibilité des apprenants de très facilement pouvoir partager ce qu'ils sont en train de faire et d'interagir entre eux pour se montrer des choses visuellement, etc. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose dans le futur par rapport à ces pratiques-là qui débutent au départ dans des communautés qui n'ont rien à voir avec l'éducation, puisque c'est le jeu vidéo. Et très souvent, ces gens-là utilisent un outil qui est gratuit et open source, que je suis en train d'utiliser maintenant, qui s'appelle Open Broadcaster Software, qui vous permet d'enregistrer, qui est multiplateforme, permet d'enregistrer votre écran, et permet aussi de faire du streaming si vous voulez, ou pas. Donc là, le logiciel, il est ici. Alors, il s'enregistre sur lui-même, c'est normal qu'il y a des cadres à l'intérieur des cadres, mais je peux rajouter des sources, je peux rajouter une webcam par exemple, là j'en ai pas, je peux rajouter un logo, je peux rajouter un titre, je peux faire différentes scènes et puis passer d'une scène à l'autre, etc. Donc ça c'est Open Broadcaster Software. Voilà, j'ai fait une petite vidéo, j'essaierai de mettre en lien quelque part, qui explique la chose. Je vais voir si je la retrouve. Je ne l'ai pas mis dans la présentation. J'essaierai de la mettre plus tard. Ouais, non, mais là, il faudrait que je repasse sur l'autre. Ok, et après que je remettrai cette vidéo-là. Et puis, c'était quelque part là. Et puis on va lancer. Faire un donc là, on voit déporter une grande partie des calculs là-dedans. Donc si vous avez un portable ou un ordinateur simple avec la webcam et ce que je suis en train de et là je fais une petite démo du logiciel, comment l'utiliser, comment le configurer, comment rajouter. Pour l'instant il n'y a aucune source que j'ai sélectionnée, je vais aller vite à ma scène. Voilà, donc là vous voyez, vous pouvez redimensionner les choses. Vous pouvez même prendre le fond, là, la couleur, et dire que c'est transparent, comme ça vous êtes comme la météo, vous êtes incrusté dans votre propre contenu, et ça fait encore plus pro. C'est tout ça gratuit, open source. On va beaucoup plus loin que les logiciels d'enregistrement de... Voilà. Donc c'est ça qui change, c'est l'accès aux outils de création et de publication. Et puis je crois qu'on va bientôt arrêter. Alors voilà. Donc ça c'est la conclusion. Donc la conclusion c'est que, je ne sais pas si vous connaissez cette courbe-là, alors c'est le Hype Cycle de Gartner. Gartner c'est une sorte comment on appelle ça, ils font de la prospective, ils mesurent les usages, les achats, etc. C'est les plus connus. Après il y a Forrester et puis il y a aussi le cabinet Deloitte, mais Gartner c'est les plus connus. Et ils ont popularisé cette courbe-là en disant que quand il y a une nouvelle technologie prometteuse, souvent elle a cette caractéristique-là. Souvent au départ les gens disent ouais ça va tout changer, c'est extraordinaire, machin. Alors tout le monde est super excité, tout le monde arrive. Et puis après, on se rend compte que ça ne fait pas le café et tout ça, quoi. Enfin, ça ne fait pas tout. Donc du coup, désillusion, les gens s'y intéressent moins. Et puis les gens qui vont commencer à s'y intéresser de nouveau, ça va devenir plus mature, on va avoir quelque chose de plus posé, de plus réfléchi sur ce qu'on va pouvoir faire de l'intelligent, etc. Et donc là, on repart sur une courbe qui est plus intéressante, sur laquelle il y a des vrais usages. Donc là, je pense que sur la partie vidéo numérique en ligne pour l'éducation, en tout cas pour les plateformes commerciales, je pense qu'on est clairement maintenant ici sur cette partie-là. On a passé la grande vague du c'est extraordinaire et puis la désillusion, et puis on aboutit maintenant à des usages là qui deviennent matures. Voilà pour cette première partie sur les vidéos numériques en ligne. On va enchaîner bientôt avec la deuxième. Vous avez des questions là-dessus? Tout est clair? Vous êtes prêts à devenir un YouTuber éducatif? Et puis détrôner PewDiePie avec des vidéos éducatives? Vas-y. Ouais. Vas-y. Ouais.
Donc, suite à cet atelier qui est ici,